J'ai acheté la maison de mes rêves en silence. Mon voisin m'a dit, il y a du bruit à l'intérieur. J'ai vérifié les caméras, c'était la famille de ma sœur. C'est à ce moment-là que j'ai appelé la police. J'ai signé la dernière page d'un stylo qui glissait à peine sur le papier. L'agent immobilier a souri, a ramené le dossier vers lui et a prononcé les mots que j'attendais depuis des années. Félicitations, capitaine Dubois. Elle est à vous. Pendant une seconde, je suis resté figé. À moi. La maison était à moi. Plus de caserne, plus d'appartements exigus aux murs fins comme du papier, plus de propriétaires qui traitaient les réparations comme des négociations d'otages. Ma propre maison. La plupart des gens ne réalisent pas le temps qu'il faut pour construire un tel rêve lorsque votre carrière est dans la réserve opérationnelle. Bien sûr, les publicités montrent des uniformes impeccables, des drapeaux, des familles souriantes le jour de la parade. Elles ne montrent pas la partie où vous cumulez 2 emplois civils entre les déploiements parce que votre solde de réserviste ne suffit pas. Elles ne vous montrent pas conduisant une voiture si vieille que le ruban adhésif devient une ligne dans votre budget mensuel. C'était ma vie. C'était la galère. J'avais connu des déploiements en zone de combat au Mali où le sable encrassait tout ce que je possédais. J'avais dormi dans des véhicules blindés et mangé de la nourriture si transformée que je jure qu'elle me hante encore. Mais l'idée d'une maison tranquille, d'un jardin et d'une porte d'entrée que seul moi pouvais ouvrir, c'est ce que je gardais en tête quand j'étais là-bas. C'était la carotte au bout du bâton. Certains fantasment sur des vacances. Moi, je fantasmais sur des serrures neuves et des comptoirs en granit. Alors, quand l'agent immobilier m'a tendu les clés, j'ai eu l'impression de tenir une médaille. Je ne l'ai pas exhibée pour autant. Je suis restée silencieuse. Non pas que je ne voulais pas célébrer, mais parce que j'avais appris à la dure que les mauvaises oreilles transforment chaque victoire en obligation. Dans ma famille, le succès n'est pas à toi, il est à nous. Et à nous signifie généralement que quelqu'un d'autre décide comment le dépenser. Je me souviens m'être glissé sur le siège conducteur de ma vieille Renault déglinguée et être resté assise là, les clés à la main. Je n'ai même pas démarré le moteur. Je les ai juste regardées. Une clé pour la porte d'entrée, une pour l'arrière, une pour le garage. Elles étaient petites, mais pour moi, elles étaient la preuve que la discipline paie. Des années à manquer des anniversaires, à participer à des exercices sous une pluie verglaçante, à économiser chaque centime supplémentaire. Tout cela tenait dans la paume de ma main. Quand je suis finalement arrivé à la nouvelle maison, la première chose que j'ai remarquée, c'est le calme. Pas le genre de silence qu'on a quand tout le monde dort à la caserne, mais celui qui vient de la distance. Des maisons qui ne sont pas empilées les unes sur les autres. Des arbres projetant des ombres sur les jardins. Pas de basses assourdissantes venant du fils du voisin. Pas de disputes nocturnes à travers les murs. Juste de l'espace. La maison elle-même n'était pas un manoir. Un bardage blanc, un porche, des fenêtres qui captaient la lumière de l'après-midi. Pour n'importe qui d'autre, elle pouvait paraître modeste. Pour moi, elle ressemblait à la liberté. J'ai ouvert la porte, suis entré et j'ai inspiré. L'air sentait la peinture fraîche et le parquet propre, pas le moisi ou le désordre de quelqu'un d'autre. J'ai retiré mes bottes et j'ai marché de pièce en pièce, touchant les comptoirs, ouvrant les placards comme pour me prouver que c'était réel. Il y a quelque chose d'étrange à se tenir dans une maison vide qui vous appartient. Pas encore de meubles, pas de vaisselle, pas de rideaux, juste des échos. J'ai laissé tomber mon sac par terre dans le salon et je me suis assise. Le bois dur était froid à travers mon pantalon d'uniforme, mais je m'en fichais. J'avais enfin 4 murs sur lesquels personne d'autre n'avait de droit. Du moins, c'est ce que je pensais. Je devrais expliquer pourquoi je gardais le secret. Ma sœur Delphine a toujours eu ce don pour transformer mes réussites en monnaie d'échange. Quand j'ai rejoint la réserve, elle a dit aux gens que c'était parce que l'université n'avait pas marché. Quand j'ai été promu, elle a dit, eh bien, il était temps que tu fasses quelque chose pour toi. Et quand j'ai laissé entendre une fois que j'économisais pour une maison, elle a qualifié ça d'égoïste. Ses propres mots. Tu n'as même pas d'enfant. Pourquoi aurais-tu besoin de tout cet espace? Pense à Mathis et Chloé. Ils ont plus besoin de place que toi. C'était il y a 2 ans, lors d'un dîner de famille que je n'oublierai jamais. Tout le monde hochait la tête en l'écoutant comme si elle était la voix de la raison. J'étais assise là, poussant la nourriture dans mon assiette pendant que ma propre famille votait contre mon propre rêve. C'est cette nuit-là que j'ai décidé que si j'obtenais un jour la maison,
personne n'en entendrait parler avant que l'encre ne soit sèche et les serrures changées. Alors, je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien dit à personne, sauf à quelques collègues et à mon agent immobilier. Même mes amis les plus proches dans la réserve savaient seulement que je cherchais. Je n'allais pas laisser Delphine ou qui que ce soit d'autre transformer cela en un projet de groupe. C'était à moi. Debout dans la cuisine, j'ai sorti une tasse de mon sac à dos. Je l'avais apportée juste pour ça et j'ai préparé du café dans la machine rudimentaire que je transportais partout. Cette première gorgée avait un goût différent. Non pas parce que le café était bon, il était instantané et amer, mais parce que je le buvais dans un endroit d'où personne ne pouvait m'expulser. Mon salaire avait acheté les murs qui m'entouraient, pas les prochaines vacances d'un propriétaire. Je n'ai pas célébré. Pas de ballon, pas de champagne. J'ai juste marché jusqu'au porche avec ma tasse, me suis appuyé sur la balustrade et j'ai regardé le soleil plonger derrière les arbres. Madame Duval, la voisine d'en face, m'a fait un signe de la main depuis son allée. Elle a été la première au courant. Retraitée, veuve, l'esprit toujours aussi vif. Je me suis présenté, simplement, et elle a dit qu'elle garderait un œil sur la maison quand je serais absente. Cela me suffisait. Alors que l'obscurité s'installait, j'ai verrouillé les portes, les ai vérifiées 2 fois, puis j'ai déroulé un sac de couchage dans le salon. Pas encore de meubles, pas de lit, juste moi, le sac de couchage et le son du néant. Je pensais que le sommeil viendrait facilement, mais ce ne fut pas le cas. Je continuais d'écouter, non par peur, mais par habitude. Des années de sommeil léger en uniforme ne disparaissent pas simplement parce que vous avez un toit à votre nom. Allongé là, à fixer le plafond, j'ai laissé le poids de la situation s'installer. J'avais enfin fait quelque chose entièrement selon mes propres termes. Je ne devais de loyer à personne. Je ne devais aucune explication à ma sœur. Je ne devais à ma famille aucune preuve que je ne gâchais pas ma vie. J'avais cette maison. Et pourtant, même dans ce moment de paix, je savais que le silence a un coût. Garder des secrets de famille, même des secrets toxiques, entraîne des retombées. Je ne savais tout simplement pas à quel point ces retombées allaient bientôt se présenter à ma porte. En y repensant, les graines de ce conflit ont été semées il y a 2 ans lors d'un dîner de famille que je n'oublierai jamais. Le bruit des couverts raclant les assiettes tranchait l'air plus fort que n'importe quelle conversation. J'étais assise à la vieille table en chêne, les épaules droites, la fourchette planant au-dessus d'un morceau de rôti que je ne voulais pas vraiment. L'odeur d'oignon et d'ail s'accrochait au rideau. Delphine était assise en face de moi. Son fils adolescent, Mathis, était avachi à côté d'elle tandis que sa fille, Chloé, tripotait son téléphone sous la table. Les yeux de ma sœur se sont fixés sur moi comme si elle attendait ce moment précis pour bondir. Je me suis raclé la gorge et j'ai posé ma fourchette. J'économise depuis des années, ai-je dit, d'une voix stable mais basse. Je suis enfin prête à acheter une maison. Un silence d'une fraction de seconde. Puis un gloussement de Mathis, étouffé par de la purée de pommes de terre. Les lèvres de Delphine se sont retroussées en un sourire narquois qui aurait pu couper du verre. Toi, a-t-elle demandé en se penchant en arrière sur sa chaise. Tu n'as pas besoin d'une maison, Liliane. Tu n'es même presque jamais là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tourner en rond dans un endroit vide toute seule? J'ai gardé une voix calme. Je sers dans la réserve depuis 20 ans. J'ai pris des boulots supplémentaires. Je pense que j'ai mérité un peu d'espace à moi. Delphine a piqué son rôti avec sa fourchette comme pour prouver quelque chose. De l'espace, s'il te plaît. J'ai 2 enfants entassés dans une seule chambre. Mathis fait presque 1m80. Chloé va bientôt entrer au lycée. Eux, ils ont besoin d'espace. Pas toi. Tu es seul. Tu devrais nous aider, pas gaspiller de l'argent dans une maison dont tu n'as pas besoin. J'ai senti la chaleur monter à mon cou, mais j'ai gardé la mâchoire serrée. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de transformer mes choix en son dû. Autour de la table, les autres sont restés silencieux. Notre tante Janine a légèrement hoché la tête comme si Delphine dictait la loi. Personne ne m'a regardé. Talia, une des amies de Delphine qui trouvait toujours un moyen d'être au dîner de famille, s'est penchée en avant avec son verre de vin. Honnêtement, Liliane, a-t-elle dit d'un ton léger. Ça semble un peu égoïste. Tu vas juste rester assise dans cette maison toute seule pendant que ces enfants partagent des lits superposés. J'ai surpris Mathis en train de lever les yeux au ciel, mais il n'a pas protesté.
Delphine a souri au soutien de Talia comme si elle l'avait engagée pour jouer en défense. Égoïste? Ai-je demandé. Ma voix est restée égale, mais mon cœur battait la chamade. J'ai sacrifié des week-ends, des vacances et la moitié de ma solde pour m'assurer que ses enfants aient des chaussures et des livres. J'envoie de l'argent à la maison depuis des années. Si je veux vivre en paix pour une fois, c'est égoïste? Delphine n'a pas scié. Oui, parce que la famille passe avant tout. Et quand tu es parti en déploiement ou en formation, qui est là pour tenir le fort? Moi. Alors ne me parle pas de sacrifice. J'ai élevé des enfants pendant que tu étais parti. À jouer aux soldats. Ça a fait plus mal que prévu. Jouer aux soldats. J'ai serré les poings sous la table. Des images de convois nocturnes et d'hélicoptères d'évacuation sanitaire m'ont traversé l'esprit. Le poids du gilet pare-balles. La piqûre du sable dans mes yeux. Les nuits où je me demandais si je reverrais la lumière du jour. Jouer aux soldats. J'ai regardé autour de la table. Personne n'a croisé mon regard. Janine poussait des petits pois dans son assiette comme une enfant prise en faute. Mathis mâchait lentement, les yeux sur son assiette, prétendant ne pas avoir entendu. Chloé continuait de tapoter sur son téléphone. Delphine s'est penchée en avant. Tu n'as pas besoin d'une maison. Ce que tu devrais faire, c'est aider ta famille. Si tu as économisé tout cet argent, alors tu devrais penser au fonds d'études de Mathis, aux fournitures scolaires de Chloé, ou peut-être nous aider à déménager dans un appartement plus grand. Ça aurait du sens. Une maison pour toi? C'est tout simplement ridicule. Sa voix a résonné comme un marteau de juge s'abattant. Le verdict était tombé. J'ai forcé un sourire. Le genre de sourire que l'on affiche quand on a déjà décidé que le combat n'en vaut pas la peine. J'ai repris ma fourchette, piquant le rôti qui avait refroidi dans mon assiette. À l'intérieur, cependant, quelque chose s'est fissuré. J'avais passé des années à imaginer ma famille m'acclamant quand je réaliserais enfin ce rêve. Une maison n'était pas seulement 4 murs pour moi. C'était la preuve que la discipline, l'épargne et le sacrifice aboutissaient à quelque chose. Mais assise là, entourée de gens qui pensaient que j'étais déplacé de le vouloir, j'ai réalisé que si jamais j'achetais la maison, je ne pourrais pas la partager avec eux. Ni dans la célébration, ni dans la confiance, ni en quoi que ce soit. Delphine s'est penchée en arrière avec un soupir de satisfaction, sirotant son vin comme si elle avait gagné un procès. Mathis a demandé s'il y avait du dessert. Chloé a demandé si elle pouvait aller chez son amie après. La vie a continué comme si rien ne venait d'être déclaré. Je me suis excusé et suis parti tôt. Dans le couloir, j'ai bien serré mon écharpe, enfilé mon manteau et je me suis éclipsé sans un regard en arrière. L'air nocturne était vif, presque amer, mais il m'a éclairci les idées plus que cette table de dîner n'aurait jamais pu le faire. J'ai marché jusqu'à ma voiture, chaque pas assuré, chaque respiration mesurée. Mes mains n'ont pas tremblé quand j'ai agrippé le volant. J'ai su à ce moment-là que si je voulais la paix, je devrais la revendiquer selon mes propres termes. Et la première règle pour revendiquer quoi que ce soit dans ma famille était le silence. Je n'ai pas appelé Delphine le lendemain. Je n'ai pas mis à jour la conversation de groupe. Je n'ai pas dit un mot de plus sur la maison, les économies ou mes projets. J'ai gardé la tête baissée au travail, j'ai répondu aux appels de déploiement quand ils sont venus, et j'ai économisé chaque centime supplémentaire que je pouvais. Si ma famille pensait que mon rêve était ridicule, elle n'en entendrait plus jamais parler. Mais leurs rires à ce dîner sont restés avec moi. Le sourire narquois de Delphine était gravé dans ma mémoire. Tu n'as pas besoin d'une maison, avait-elle dit. Peut-être pas à ses yeux, mais aux miens, ce n'était pas une question de besoin. Il s'agissait enfin de choisir quelque chose pour moi-même, sans permission, sans vote d'un comité et sans son approbation. Cette nuit-là, assise dans ma voiture avec le chauffage à fond, je me suis fait 2 promesses. Premièrement, j'achèterais la maison, peu importe le temps que cela prendrait. Et deuxièmement, quand je le ferais, Delphine serait la dernière à le savoir. L'odeur d'huile pour arme ne quitte jamais vraiment vos mains. Même des années plus tard, après des dizaines de douches, elle s'accroche à votre mémoire comme une seconde peau. Je me souviens des nuits au Mali où le vent du désert transperçait chaque couche d'équipement, et la seule chaleur venait de la chaleur corporelle piégée à l'intérieur de mon gilet. On pourrait penser que la peur vous tient éveillé, mais c'est la discipline. La peur vous rend imprudent. La discipline vous maintient en vie.
Notre section se déplaçait sur un tronçon de route près de Gao, le genre où chaque tas d'ordures semblait pouvoir cacher un EI. Mon travail n'était pas glamour. Je n'étais pas un tireur d'élite ou un héros de Hollywood. J'étais un officier logistique avec un fusil, m'assurant que les provisions ne soient pas détruites avant d'atteindre ceux qui en avaient besoin. Mais le danger ne se soucie pas de votre titre de poste. Là-bas, tout le monde est une cible. Le convoi s'est immobilisé lorsque le véhicule de tête a repéré des fils traversant la route. Le soleil tapait. La sueur coulait sous mon casque. Mon cœur voulait s'emballer, mais l'entraînement le maîtrisait. Personne ne parlait plus fort qu'un murmure. Nous savions tous que se précipiter signifierait que le nom de quelqu'un serait lu lors d'une cérémonie commémorative au pays. Alors nous avons attendu, 10 minutes, 20, presque 1 heure, accroupis en silence, scrutant les toits à la recherche de mouvements, les fusils pointés sur des ombres qui ne bougeaient jamais. La patience dans ces moments était brutale. On veut courir, faire quelque chose, n'importe quoi. Mais on apprend que ne rien faire, tenir, attendre, contrôler chaque souffle est parfois l'action la plus difficile et la plus importante. Les ingénieurs du génie sont arrivés, ont neutralisé les fils, et nous sommes repartis sans perdre personne. Cette nuit-là, de retour à la base opérationnelle avancée, un des plus jeunes soldats m'a demandé comment je restais si calme. Je lui ai dit la vérité. Je n'étais pas calme. Je ne laissais simplement pas la peur prendre les décisions. C'est ça, la discipline, faire des choix quand vos tripes hurlent le contraire. Ce n'était pas seulement une question de combat. La discipline, c'était économiser la moitié de ma prime de risque quand tout le monde la dépensait en cochonneries. La discipline, c'était courir 8 km le matin, même quand mes jambes semblaient être en plomb. La discipline, c'était savoir quand me taire et quand parler. Ces leçons ne m'ont pas seulement maintenu en vie. Elles ont construit la colonne vertébrale qui m'a mené à cette table de signature des années plus tard, pour la maison de mes rêves. J'ai ramené ces habitudes dans la vie civile. Après un déploiement, j'atterrissais en France, prenais un travail civil pour payer les factures, et j'empilais l'argent comme si ma vie en dépendait. Les politiques de bureau ne me perturbaient pas comme elles perturbaient les autres. Si on vous a hurlé dessus dans une zone de guerre, les emails passifs-agressifs de votre manager ne vous atteignent pas vraiment. Mais la vérité est que la discipline ne m'a pas seulement aidé au travail ou pour économiser de l'argent. Elle m'a entraîné pour les batailles familiales aussi. À cette table de dîner avec Delphine, quand elle m'a traité d'égoïste et a dit que je n'avais pas besoin d'une maison. Chaque nerf en moi voulait exploser. Des années à retenir ma colère en déploiement m'ont appris à rester assise, à garder une voix basse et à laisser le silence parler. Perdre mon sang-froid ne m'aurait rien fait gagner. Tenir la ligne, par contre, c'est ce qui gagne sur le long terme. L'armée vous le martèle. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Sécurisez votre périmètre et ne montrez pas vos faiblesses. Cette mentalité a déteint sur tous les aspects de ma vie. Quand j'ai acheté cette maison, je ne l'ai pas crié sur les toits parce que je savais exactement ce que ma famille ferait de l'information. Pour eux, ma réussite serait la saison ouverte aux culpabilisations et aux exigences. Le silence était ma sécurité opérationnelle. Il y a une phrase que nous utilisions à l'étranger, lent, c'est fluide, et fluide, c'est rapide. Cela signifiait que se précipiter vous fait tuer. Se déplacer méthodiquement, prudemment, avec discipline, c'est ce qui vous permet de vous en sortir vivant. J'ai appliqué la même logique à mes finances, à ma carrière, et finalement à garder le secret sur la maison de mes rêves. En y repensant, certains des moments les plus clairs de ma vie n'étaient pas dans des salons paisibles, mais dans ces convois étouffés par le sable où un mauvais mouvement pouvait tout terminer. Comme la fois où nous avons essuyé des tirs près du fleuve Niger. Tout le monde s'est mis à couvert, les balles sifflant. Mon instinct voulait que je tire aveuglément dans la nuit. L'entraînement m'a dit de respirer, de viser et de tenir jusqu'à ce que j'ai une cible. Cette patience a économisé des munitions et nous a probablement évité d'attirer plus de tirs. Ces nuits m'ont appris que toutes les batailles n'en ont pas l'air. Certaines sont des guerres silencieuses, des guerres de patience, de discipline, de choix du silence plutôt que du chaos. C'est pourquoi des années plus tard, quand ma famille a essayé de me coincer pour que je partage mes économies, je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas justifié. J'ai simplement fermé la porte à la conversation et j'ai redoublé d'efforts pour atteindre mon objectif. On ne sort pas des déploiements en étant la même personne qu'en y entrant. Certains reviennent brisés. Et je ne prétendrai pas ne pas avoir ramené de cicatrices. Mais je suis aussi revenu plus aguerri. Je savais comment endurer,
comment rester concentré quand le monde partait en vrille. Et je savais que si je voulais la paix, la vraie paix, je devrais la garder comme nous gardions ces convois. Chaque euro que j'économisais était un autre point de contrôle passé. Chaque tentation que j'ignorais était un autre œil évité. Chaque pic familial que j'avalais sans répondre était une autre mission accomplie sans perte. C'est comme ça que je le voyais. C'est comme ça que je vivais. Et quand le moment est finalement venu d'acheter la maison, je ne me suis pas senti surprise. Je me suis senti préparé, comme pour une mission que je m'étais entraîné à exécuter pendant des mois. Entrer, signer, sécuriser l'objectif et tenir le terrain. Alors, quand j'ai traversé ces pièces vides avec les clés dans ma poche, je n'étais pas juste une acheteuse chanceuse. J'étais un soldat qui avait terminé une campagne. Et alors que je me tenais là, ma main caressant la remplisse, j'ai pensé à chaque convoi, chaque course matinale glaciale, chaque nuit passée à scruter l'obscurité, attendant qu'une menace se manifeste. Tout cela menait ici. C'est pourquoi les mots de Delphine à ce dîner n'ont pas pu m'atteindre. Elle n'avait pas été là dans le désert. Elle n'avait pas passé des nuits à vérifier les portes et à scanner les toits. Elle n'avait pas compté les euros comme des balles, mesurant la survie un salaire à la fois. Elle ne savait pas ce que signifiait vivre selon la discipline. Moi, je le savais, et je savais que la discipline serait la même arme dont j'aurais besoin pour protéger ma maison de quiconque essaierait de me la prendre, même mon propre sang. Le barbecue fumait juste assez pour me piquer les yeux alors que je retournais un hamburger d'une main et tenais une assiette en carton de l'autre. Le jardin n'avait rien d'extraordinaire, de l'herbe clairsemée, quelques chaises de jardin et une table pliante que j'avais empruntée à un collègue, mais c'était le mien. Pour une fois, les voix autour de moi ne hurlaient pas d'ordre ou ne se disputaient pas sur des drames familiaux. Elles riaient. 2 camarades de la réserve échangeaient des histoires sur un exercice d'entraînement raté. Hélène Duval, ma voisine d'en face, faisait passer un plateau de tarte aux pommes maison comme si elle me connaissait depuis toujours. Ce n'était pas une grande fête, loin de là. Je l'ai voulu petite intentionnellement. Des gens de confiance, des gens qui ne mesuraient pas ma valeur en mètres carrés ou en solde bancaire. Pas de Delphine, pas de leçon de morale, pas de culpabilisation. Juste une poignée de collègues, quelques amis de la réserve et des voisins qui avaient déjà prouvé qu'ils savaient se mêler de leurs affaires. Le soleil déclinait, zébrant le ciel d'orange, et le bruit des enfants se courant après se mêler au grésillement du barbecue. C'était le genre de normalité que je poursuivais depuis des années. Je me suis appuyé contre la balustrade du porche, mon assiette à la main, regardant mes invités remplir le jardin. Personne ne jugeait les meubles ou ne demandait combien j'avais payé. Ils étaient juste heureux d'être là. J'aurais dû savoir que la paix ne dure jamais. À un moment donné, un de mes copains de la réserve a décidé de prendre une photo de groupe. « Allez, capitaine. Viens là », a-t-il dit en brandissant son téléphone. Je me suis glissé dans le cadre, souriant comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. C'était une photo inoffensive. Des gens épaule contre épaule, des hamburgers à la main, moi au milieu avec l'air d'appartenir enfin à quelque part. Plus tard dans la soirée, après le départ du dernier invité et alors que je lavais des gobelets en plastique dans l'évier, j'ai vu la photo apparaître sur les réseaux sociaux. Mon ami m'avait identifié, avec une légende un peu cliché sur la capitaine Dubois enfin en repos, reine du barbecue. Je me suis figé. La photo me montrait sur le porche, la porte d'entrée rouge en arrière-plan, le genre de détail que n'importe qui dans la famille pourrait reconnaître s'il le voulait. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas prévu de parler de la maison à Delphine. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je n'avais pas besoin de ses commentaires ou de sa liste interminable de raisons pour lesquelles j'aurais dû dépenser l'argent différemment. Mais une seule photo en ligne pouvait anéantir des mois de silence prudent. J'ai cliqué sur les commentaires. Des amis qui riaient, des voisins qui ajoutaient leur grain de sel. Non, pas Delphine. Pas encore. Mais je connaissais ses habitudes. Elle passait plus de temps à faire défiler son écran qu'à vivre. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne la voie. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et me suis assise au comptoir de la cuisine, le téléphone à la main, fixant cette photo comme si c'était une mine terrestre sur le point d'exploser. Sans surprise, vers midi, mon téléphone a vibré. Un texto. Delphine. Jolie maison. Quand comptais-tu le dire à ta propre sœur? Pas d'émoji, pas de point d'exclamation, juste ce ton plat qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente coupable. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite.
J'ai marché de pièce en pièce, ma tasse de café à la main, sentant ma tension artérielle monter. Elle ne demandait pas parce qu'elle était heureuse pour moi. Elle marquait son territoire. Un autre texto est arrivé. Les enfants adoreraient un jardin comme ça. On passera peut-être ce week-end. Pas est-ce qu'on peut venir, pas félicitations. Juste une supposition. Comme si ma porte d'entrée était un moulin et qu'elle avait déjà le code. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je me suis frotté les tempes. J'aurais dû verrouiller mes réseaux sociaux il y a des années. Mieux encore, j'aurais dû fracasser ce satané téléphone cette nuit-là au lieu de laisser cette photo circuler. Discipline, me suis-je rappelé. Ne réagis pas. Ne mords pas à l'hameçon. Mais au fond de moi, je connaissais Delphine. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance. Ce samedi-là, j'ai aperçu sa voiture tourner au ralenti au bord du trottoir devant ma maison. Elle n'a même pas essayé de se cacher. Je l'ai regardée depuis la fenêtre du salon, appuyée sur le volant. Mathis et Chloé sur la banquette arrière. Elle m'a envoyé un texto alors qu'elle était assise là. On a pensé s'arrêter. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas répondu. Après 10 minutes, elle est partie, mais la graine était plantée. Elle savait où j'habitais maintenant. Elle avait vu la maison de ses propres yeux. Je pouvais presque déjà l'entendre planifier comment l'utiliser, comment transformer mon rêve en sa prochaine excuse, sa prochaine exigence. La semaine suivante, elle est revenue. Cette fois, elle n'a pas envoyé de texto avant. Elle a frappé fort et avec impatience. Quand j'ai entrouvert la porte, elle s'est faufilée à l'intérieur comme si elle était chez elle. « Waouh !» a-t-elle dit en faisant un entour sur elle-même dans l'entrée. « C'est sympa. » Son ton n'était pas de l'admiration. C'était une évaluation, comme un agent immobilier qui jauge les mètres carrés. J'ai croisé les bras. Ne t'installe pas trop confortablement. Ce n'est pas une visite guidée. Elle m'a ignoré, bien sûr, errant dans la cuisine, ouvrant les placards, passant la main sur les comptoirs. Mathis tuerait pour une cuisine comme ça. Et Chloé. Oh, elle adorerait avoir sa propre chambre à l'étage. Tu as 3 chambres, c'est ça? J'ai serré la mâchoire. 2 et demi. Et elles ne sont pas pour Chloé. Delphine s'est retournée. Un faux sourire plaqué sur le visage. Détends-toi, Lille. Je dis juste que c'est beaucoup trop d'espace pour une seule personne. Tu vas te sentir seul à tourner en rond ici. C'est logique de partager avec la famille. Et voilà. Le même discours qu'elle avait tenu à ce dîner des années auparavant. Juste recyclé pour s'adapter à ma nouvelle adresse. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert grand la porte d'entrée. La visite est terminée. Elle m'a lancé ce regard, celui qui me faisait me recroqueviller quand nous étions enfants. Un mélange de condescendance et de défi. Mais je n'étais plus une enfant, et ce n'était pas son territoire. Après un instant, elle a attrapé son sac à main et a expiré, lançant un « à bientôt » chantonnant par-dessus son épaule. Quand la porte s'est refermée, je me suis appuyé contre elle, les clés serrées dans ma main. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais surréagi. Puis j'ai vu la façon dont elle s'était attardée près du comptoir, lorgnant mes clés quand elle pensait que je ne regardais pas. Et d'un coup, le doute s'est évanoui. La discipline m'a rappelé, ce que tu ne sécurises pas, tu le perds. J'ai resserré ma prise sur les clés et je suis retourné à la cuisine, rejouant chaque seconde de sa visite. Le sourire de Delphine, ses mains sur les placards, la façon dont elle avait testé ma patience comme si elle testait une serrure. Elle n'en avait pas fini. Elle ne faisait que commencer. La fois suivante où Delphine est venue, elle ne s'est pas donné la peine de frapper comme une invitée. Elle est entrée juste après que j'ai ouvert la porte, un sac de courses dans une main comme si elle avait été invitée. J'ai pensé apporter des encas, a-t-elle dit, passant devant moi pour aller dans la cuisine. Je ne me souvenais pas avoir demandé de la compagnie, et je ne lui avais certainement pas demandé ses biscuits industriels. Elle les a posés sur le comptoir et m'a adressé ce grand faux sourire. Tu vois, je peux être utile, moi aussi. Je me suis appuyé sur le comptoir, les bras croisés. Avoir été utile, ça aurait été d'appeler d'abord. Elle m'a ignoré et a commencé à sortir un paquet de biscuits et un pack de soda. Mathis et Chloé me rendent folle. Cette maison, c'est comme des vacances par rapport à chez nous. C'est si calme. Elle a dit ça avec un soupir,
comme si elle se mettait déjà à l'aise. Je n'avais aucune envie de la divertir, mais la mettre dehors aurait signifié une dispute pour laquelle je n'avais pas l'énergie. Je me suis dit que je lui accorderais 10 minutes, puis que je la renverrais. Elle a continué à se promener, les yeux balayant les meubles que j'avais à peine réussi à acheter, touchant les nouveaux rideaux, inspectant la photo encadrée de moi en uniforme sur une étagère. « Tu as bien réussi, Lyle », a-t-elle dit, la voix dégoulinant de ce genre d'éloge qui ressemble plus à un piège. « Vraiment bien. » Je ne me suis pas fié aux compliments. Delphine n'en distribuait que lorsqu'elle était sur le point d'en tirer profit. À un moment, je suis allé aux toilettes. Je ne suis pas parti longtemps, peut-être 1 ou 2 minutes. Mais quand je suis revenu, Delphine se tenait près du comptoir où se trouvaient mes clés. Elle les a ramassées nonchalamment, les faisant tournoyer autour de son doigt comme si elle faisait juste la conversation. « Tu as beaucoup de serrures », a-t-elle dit. « Celle-ci, c'est pourquoi ? » Le garage. Je me suis figé. Mon instinct s'est resserré. Elle n'était pas simplement curieuse. Elle testait. « Pose-les », ai-je dit sèchement. Elle a ri, le genre de rire destiné à désamorcer la tension. « Détends-toi. » Je plaisante. « Tu es si sérieuse tout le temps. » Elle a reposé les clés sur le comptoir, son sourire ne la quittant jamais. Je me suis approché, les ai ramassés et les ai glissés dans ma poche. Ce ne sont pas des jouets. Ses yeux ont vacillé juste 1 seconde. Cet éclair m'en a dit plus que ces mots n'auraient jamais pu le faire. Le reste de la visite a été court. Je ne l'ai pas laissé s'attarder. Je l'ai raccompagnée à la porte, les verrouillé derrière elle et je suis resté là en silence. Mon entraînement a pris le dessus, débriefing, cataloguer chaque détail. La générosité soudaine de Delphine avec les encas, ses faux compliments, ses mains sur mes clés. Elle ne faisait pas que visiter, elle faisait du repérage. 1 semaine plus tard, j'ai eu la confirmation de mes soupçons. Je suis rentré du travail et j'ai remarqué que le trousseau de clés semblait plus léger dans ma poche. Pas manquant, juste différent. J'ai vérifié 2 fois. Chaque clé était toujours là, mais la clé de la porte d'entrée avait une minuscule marque près du bord, une rayure qui n'y était pas avant. Je nettoyais et vérifiais ces clés assez souvent pour le savoir. Delphine avait trouvé un moyen de faire une copie. Elle avait eu assez de temps pendant que j'étais hors de la pièce. Un moule en plastique, une pression rapide, et elle aurait pu repartir avec tout ce dont elle avait besoin pour la dupliquer. Cette prise de conscience a été un coup de poing. J'ai appelé un de mes copains de la réserve qui travaillait maintenant dans la sécurité privée. Il a confirmé ce que je soupçonnais déjà. « Ouais, ça ne demande pas grand-chose », a-t-il dit. Certains ont toujours du plastique souple sur eux pour ça. Tu presses la clé dedans, et hop, un serrurier peut en faire une copie en 10 minutes. Je me suis assise à la table de la cuisine, faisant tourner le trousseau dans ma main. Le poids était soudainement plus lourd. Elle avait franchi une ligne. Pas seulement avec moi, mais avec la loi. Mais comment accuser sa propre sœur d'avoir volé la clé de sa maison sans avoir l'air paranoïaque ? La discipline m'a dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Au lieu de cela, j'ai décidé d'observer, de me préparer. Ce soir-là, j'ai de nouveau posé les clés sur le comptoir, mais cette fois, j'ai installé une petite caméra dans le coin de la cuisine. Pas évidente, pas flashy, juste assez pour enregistrer si elle essayait à nouveau. Je n'allais pas la confronter sans preuve. La fois suivante où elle est venue, elle n'a pas touché les clés. Elle ne les a même pas regardées. Trop prudente. Cela a presque confirmé mes soupçons plus que si elle les avait saisies à nouveau. Delphine n'était pas stupide. Elle était audacieuse, mais elle savait comment brouiller les pistes. Je l'ai surprise à errer à l'étage, jetant un coup d'œil dans les placards, ouvrant les portes, commentant la taille des pièces. « Tu n'utilises même pas la moitié de cet espace », a-t-elle dit en secouant la tête. C'est un tel gâchis. Je la suivais de près, les bras croisés, sans rien dire. Elle a comblé le silence elle-même. Chloé adorerait une chambre comme ça. Mathis pourrait enfin s'étaler au lieu de dormir dans cette boîte à chaussures chez nous. Je veux dire, vraiment, Lyle, qu'est-ce que tu fais avec toute cette place ? Tu n'as même pas d'enfant. Son ton n'était plus désinvolte. C'était une sonde, un test de faiblesse. Pour voir si je céderais, si je la laisserais planter son drapeau. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement raccompagnée en bas, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai attendu. Quand elle est finalement partie,
le sourire sur son visage n'était ni chaleureux ni fraternel. Il était acéré, comme si elle venait de gagner une manche. Je ne savais pas que nous jouions une partie. J'ai fermé la porte, les verrouillé et j'ai vérifié les fenêtres. Puis je suis retourné au comptoir, j'ai ramassé les clés et je les ai fourrées dans un tiroir. Je ne lui faisais plus confiance et je n'allais pas faire semblant du contraire. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à chaque règle qui m'avait été inculquée pendant mon service. Sécurise ton périmètre. Fais confiance, mais vérifie. Ne présume de rien. Delphine n'était pas un cambrioleur ordinaire, mais d'une certaine manière, elle était pire. Un cambrioleur prend ce qu'il peut et s'enfuit. Delphine voulait tout prendre et ensuite inviter des gens pour célébrer dans mon salon. J'ai fermé les yeux, les poings serrés sous la couverture. Elle avait une copie de ma clé. Je le savais. Et tôt ou tard, elle allait l'utiliser. La deuxième nuit de ma formation, mon téléphone a vibré sur la table de chevet de l'hôtel juste après 22 heures. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était un autre texto de groupe inutile de l'unité. Puis j'ai vu l'identifiant de l'appelant. Hélène Duval. Ma voisine n'appelait que si c'était important. J'ai répondu, Hélène, tout va bien? Sa voix était basse, sérieuse. Liliane, je ne veux pas vous alarmer, mais je vois des lumières allumées dans votre maison. De la musique aussi. C'est faible, mais je sais ce que j'entends. Je me suis redressé, le cœur battant. Vous êtes sûr? J'habite en face de chez vous depuis 20 ans, a-t-elle dit. Je sais quand quelque chose ne va pas, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant les lumières du parking, le téléphone collé à mon oreille. Mon cerveau cherchait des explications rationnelles. Peut-être avais-je laissé une lampe allumée. Peut-être que le vent avait fait tomber quelque chose. Peut-être qu'Hélène captait des échos d'une autre maison. J'ai forcé le calme dans ma voix. Je vous remercie d'avoir appelé. Je vérifierai en rentrant. Elle a marqué une pause, puis a dit sèchement, très bien, alors. Et a raccroché. Le sommeil n'est jamais venu cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le lit raide de l'hôtel, fixant le plafond, rejouant ces mots. Lumière, musique, quelque chose ne va pas. Au matin, mon côté logique avait presque gagné. Je me suis dit que ce n'était probablement rien. Peut-être une minuterie que j'avais oublié d'éteindre. Peut-être qu'Hélène s'était trompée. Mais le doute me rongeait. Quand je suis rentré 2 jours plus tard, je n'ai même pas déballé mes affaires. J'ai conduit directement de la base à la boulangerie, acheté une tarte et traversé la rue pour aller chez Hélène. Elle m'a laissé entrer, les sourcils haussés. J'aurais dû vous écouter, ai-je dit en posant la tarte sur sa table de cuisine. Je suis désolé. Elle ne m'a pas grondé. Elle a juste pris son téléphone, a tapoté l'écran et me l'a tendu. Une vidéo tremblante s'est lancée. De mauvaise qualité, filmée depuis sa fenêtre. Ma maison, éclairée, des ombres se déplaçant derrière les rideaux, la silhouette vague de quelqu'un levant un verre. Un frisson m'a parcouru. Vous avez filmé ça cette nuit-là? Elle a hoché la tête. J'ai fermé les yeux une seconde, reprenant mon souffle. Une preuve, pas de la paranoïa. Une preuve. Cette semaine-là, j'ai appelé une société de sécurité. Le vendredi, de minuscules caméras étaient dissimulées dans les coins, à l'intérieur et à l'extérieur, invisibles à moins de savoir où regarder. J'ai réinitialisé tous les mots de passe, installé des détecteurs de mouvement et donné à Hélène la ligne directe pour me joindre si quoi que ce soit semblait anormal. La gentillesse avait cédé la place à la vigilance. Je saluais toujours les voisins, j'arrosais toujours les plantes sur le porche, mais à l'intérieur, j'étais en mode opérationnel. Serrure vérifiée, flux vidéo surveillé, alerte testée 2 fois par jour. Ma maison n'était plus seulement une maison. C'était une position à défendre. Quand la formation suivante est arrivée, je n'ai pas hésité. J'ai verrouillé chaque porte, vérifié chaque fenêtre et activé le flux en direct avant même de quitter l'allée. Rien ne bougeait. Tout était en place. La première nuit s'est passée dans le calme, la deuxième aussi. Puis, juste après 23 heures la troisième nuit, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Hélène, il se passe quelque chose, a-t-elle chuchoté. Presque au même moment, une notification a clignoté sur mon écran. Mouvement détecté. Caméra du salon. J'ai tapé sur l'alerte. L'écran s'est rempli de mouvements. Des silhouettes dans le salon.
Une musique pulsait faiblement à travers le petit haut-parleur. Mon estomac s'est retourné. Au début, je me suis dit que c'était peut-être des ombres, un bug. Mais ensuite, une des silhouettes est entrée dans la lumière. Delphine. Elle était affalée dans mon fauteuil comme si c'était son trône. Mathis et quelques-uns de ses amis couraient à travers la pièce, se poursuivant, heurtant les murs. Delphine a levé un verre bien haut, sa voix portant même à travers le mauvais son. Ma gorge s'est asséchée. Ce n'étaient pas des étrangers. Ce n'était pas une effraction au hasard. C'était ma propre famille qui tenait salon dans mon séjour comme si elle en était propriétaire. J'ai serré le téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, me forçant à ne pas le jeter à travers la pièce. Chaque instinct me hurlait d'appeler, de crier à travers le haut-parleur, de lui demander de quel droit. Mais le soldat en moi savait mieux. Crier, c'était du bruit. Le bruit n'était pas une action. Je suis resté sur le flux, les regardant rire, verser des boissons, trinquer. Talia était là aussi, bien sûr, planant dans la cuisine, sortant des plats que j'avais à peine utilisés. Les enfants piétinaient à l'étage, les portes claquaient, leurs pieds martelaient le plancher. Ma maison tranquille tremblait de chaos, même à travers un écran. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, essayant de calmer la vague de rage. Toutes ces années d'économie, tous ces déploiements, toutes ces nuits où je me disais que le silence serait un jour mien. Et voilà Delphine qui le détruisait devant les voisins et les amis sans une seconde d'hésitation. Mais la colère n'allait pas gagner cette bataille. La discipline, si. J'ai gardé les yeux sur l'écran, la mâchoire serrée, chaque muscle tendu. Si elle pensait qu'elle pouvait entrer chez moi et s'en emparer, elle se trompait lourdement. La décision que j'ai prise dans cette chambre d'hôtel n'a pas été bruyante ou dramatique. Elle a été stable, comme engager une balle dans la chambre d'une arme. Ma famille avait franchi la ligne, et le prochain mouvement n'allait pas être le leur. Le flux vidéo était si clair que je pouvais voir la condensation glisser sur le verre de vin de Delphine. Elle était adossée à mon fauteuil, celui que j'avais acheté neuf après des années de meubles de seconde main, comme si elle y avait été assise toute sa vie. Autour d'elle, la pièce bourdonnait de gens que je connaissais à peine. Mathis était vautré sur mon canapé, lançant du popcorn à Chloé, tandis que Talia versait mon vin de la carafe que je m'étais promis de n'utiliser que pour des soirées tranquilles. Ma maison n'était pas seulement utilisée, elle était envahie. Je voulais appuyer sur le bouton d'appel sur le champ, hurler dans le téléphone et exiger que Delphine fiche le camp. Mais je me suis forcé à rester immobile. Mon entraînement résonnait dans ma tête, ne te précipite pas, ne réagis pas sous le coup de la colère. Évalue, confirme, exécute. Chaque instinct me criait de l'appeler, de hurler à travers le haut-parleur pour lui demander de quel droit. Mais le soldat en moi savait mieux. Crier, c'était du bruit. Le bruit n'était pas une action. La colère n'allait pas gagner cette bataille. La discipline, si. Je me suis redressé, ma voix calme alors que je parlais à voix haute dans la chambre d'hôtel, même si personne n'était là pour entendre. Pas ta maison, pas ta fête, pas ta victoire. Ma main a plané un instant, stable maintenant, ne tremblant plus de rage. Puis j'ai composé le seul numéro qui comptait. Le standardiste a répondu, la voix nette, professionnelle, police secours, j'écoute. J'ai gardé un ton égal, chaque mot précis. Il y a des intrus dans ma maison. Je suis en déplacement, mais je peux les voir sur mes caméras de sécurité en ce moment même. L'opérateur a demandé des détails. Je les ai donnés. Description, adresse, combien de personnes. Quand il a demandé si je pouvais identifier les intrus, j'ai dégluti difficilement avant de répondre. Oui, ai-je dit. C'est ma famille. Le mot est sorti lourdement, chaque syllabe pesant comme une pierre. Mais c'était la vérité. Je suis resté en ligne pendant que le standardiste confirmait qu'une patrouille était en route. J'ai rouvert le flux vidéo, le téléphone en équilibre dans ma main, et j'ai continué à regarder. Puis des phares ont balayé les caméras, éclairant les murs. Le son de coups frappés à la porte d'entrée a retenti à travers les haut-parleurs. La musique s'est arrêtée, les têtes se sont tournées, les visages se sont figés. Robin, un des copains de Mathis, à moitié ivre et plein de bravade, s'est avancé vers la porte, l'a ouverte en grand et a commencé à invectiver les policiers. Je n'entendais pas chaque mot, mais j'ai vu les gestes. Les policiers n'ont pas bronché. Ils sont entrés, fermes et calmes, tandis que la pièce derrière lui s'immobilisait. En quelques secondes,
les bras de Robin ont été tordus dans son dos, des menottes brillant sous la lumière du porche. Le chaos s'est propagé dans la pièce. Mathis s'est jeté en avant en hurlant. Delphine s'est levée d'un bond de mon fauteuil, la voix brisée, essayant de trouver des excuses. Chloé s'est accrochée à la couverture, le visage pâle, figé dans un coin. Et moi, j'étais assise dans cette chambre d'hôtel, le téléphone collé à l'oreille, écoutant le standardiste, regardant ma maison se remplir de gyrophares bleus et rouges. Un par un, les policiers ont fait sortir les gens. La foule de voisins s'est élargie, les téléphones brillant comme une ligne de jugement. Quand la dernière porte s'est refermée, ma maison était de nouveau vide. La musique s'était tue. Les murs ne tremblaient plus. Le standardiste a repris la parole. Madame, la situation est sous contrôle. Les agents vont rédiger un rapport et vous informer des prochaines étapes. Voulez-vous que quelque chose d'autre soit noté? J'ai dégluti, fixant l'image figée de mon salon sur le flux. Oui, ai-je dit doucement. Notez que l'entrée n'était pas autorisée. Il n'avait aucune permission d'être chez moi. Compris. J'ai raccroché, posé le téléphone sur la table, et je suis resté assise là en silence. La discipline qui m'avait gardé calme n'effaçait pas la brûlure dans ma poitrine. La trahison a sa propre piqûre, mais cela n'allait pas être géré avec des cris. Cela allait être géré avec précision. L'officier m'a fait signe de m'approcher d'une table dans le coin, une pile de formulaires déjà prête. Je me suis assise, la chaise froide contre mon dos, et j'ai joint mes mains sur la surface. La pièce sentait le café brûlé et le papier qui avait été classé et reclassé trop de fois. La porte s'est rouverte et Delphine est entrée, traînant Mathis et Talia comme des bagages dont elle ne voulait pas mais ne pouvait pas se débarrasser. Ses talons claquaient sur le linoléum, son sac à main se balançant à son bras avec une force inutile. Elle m'a vu et a immédiatement arboré une expression mi-suppliante, mi-accusatrice. « Lily, s'il te plaît » a-t-elle commencé, la voix déjà tremblante. « Dis-leur juste que c'était un malentendu. On est de la famille. On ne voulait pas, je l'ai coupé d'un regard ferme. Tu ne voulais pas copier ma clé. Tu ne voulais pas organiser une fête chez moi pendant que j'étais en déplacement. » Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Elle a cherché du soutien auprès de Mathis. « Maman » a-t-il dit, la voix rauque, comme s'il avait crié avant mon arrivée. On avait besoin d'espace. Notre appart est trop petit. Chloé ne peut même pas faire ses devoirs sans bruit. On pensait que... Vous avez mal pensé, ai-je dit sèchement. Talia a finalement pris la parole, le mascara coulant sous ses yeux. On ne faisait rien de mal. On a tout nettoyé. C'était juste pour une nuit. Je me suis penché en avant, les mains toujours jointes, ma voix calme mais assez tranchante pour couper. Vous ne faisiez rien de mal. Vous avez saccagé mon salon. Vous avez utilisé mes affaires. Vous avez laissé votre ami ivre insulter des flics sur mon perron. Vous êtes entré par effraction, Talia. Ce n'est pas juste une nuit. C'est une violation de domicile. L'officier debout près du mur s'est raclé la gorge. Madame Dubois, nous avons enquêté. Il semble que votre sœur ait utilisé un moule pour dupliquer votre clé lors d'une visite précédente. À partir de là, des doubles ont été faits. Le visage de Delphine a perdu toute couleur. Elle a lancé un regard à Talia, qui s'est raidie mais n'a rien dit. J'ai laissé le silence s'étirer, le poids de leur choix pesant lourdement. Puis j'ai repris la parole, la voix égale. Vous m'avez volé. Pas de l'argent, pas des choses. Vous m'avez volé la paix que j'ai mis 30 ans à gagner. Et vous pensiez vous en tirer parce qu'on est de la famille. Les yeux de Delphine se sont remplis de larmes, mais ce n'était pas du remords. C'était de la colère déguisée en larmes. Tu ne comprends pas. On est en train de couler. Les factures, le loyer, tout. Tu n'as pas d'enfant à charge. Tu ne. Je l'ai coupé à nouveau. Plus sèchement cette fois. N'ose même pas me dire que je ne comprends pas le sacrifice. J'ai élevé Mathis après que son père t'a laissé endetté. J'ai aidé pour les fournitures scolaires de Chloé quand tu as oublié. Je t'ai couverte plus de fois que je ne peux compter. Ne reste pas là à faire comme si tu me devais ma maison. Le visage de Mathis s'est décomposé, sa bravade envolée. Pour la première fois, j'ai revu le petit garçon que j'emmenais à l'entraînement de foot. Pas l'homme qui essayait de justifier son effraction chez moi. L'officier a fait glisser les formulaires sur la table.
Nous aurons besoin de votre déposition et de votre signature si vous souhaitez porter plainte. Le stylo semblait lourd dans ma main. La voix de Delphine s'est précipitée, paniquée maintenant. Lyle, ne fais pas ça. S'il te plaît. Tu es ma sœur. Tu ne peux pas faire ça. Pense aux enfants. Pense à ce que ça va nous faire. J'ai posé les yeux sur elle, vraiment posé les yeux, et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle n'était pas désolée. Elle ne s'excusait pas. Elle négociait, essayant de se sortir du filet dans lequel elle était tombée. J'ai signé. L'encre a coulé sur le papier, lisse et définitive. Delphine a eu le souffle coupé, comme si je lui avais tiré dessus. Mathis a laissé tomber sa tête dans ses mains. Talia a marmonné quelque chose dans sa barbe, trop bas pour que je l'entende. L'officier a rassemblé les formulaires, notant l'heure. Merci, Madame Dubois. Nous allons procéder. Le reste de la pièce est devenu flou. La voix de Delphine s'est estompée. Les reniflements de Mathis se sont tus. Le regard furieux de Talia a ricoché sur moi comme la pluie sur une armure. Tout ce que j'entendais, c'était le crissement du stylo, le son des limites qui se dessinaient. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol, et j'ai regardé Delphine dans les yeux une dernière fois. Tu voulais ma maison, ai-je dit d'une voix égale, mais c'est moi que tu as perdu. Ses lèvres ont tremblé, les mots lui manquant pour une fois. Je n'ai pas attendu. Je suis sorti, le clic de la porte du commissariat se refermant derrière moi plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. L'air nocturne dehors était frais, vif. J'ai pris une inspiration si profonde que j'ai eu l'impression que c'était la première depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je ne portais pas le poids de Delphine sur mes épaules. Je n'étais pas libéré des conséquences qui allaient suivre, mais j'étais libéré de l'illusion que la famille signifiait que je devais continuer à me sacrifier. Cela, plus que tout, m'a raffermi alors que je marchais vers ma voiture. Quand je suis revenu à la maison, le silence était plus lourd que d'habitude. Les serrures se sont enclenchées derrière moi, mais ce n'était pas encore un sentiment de sécurité. C'était un sentiment de contre-coup. J'ai parcouru chaque pièce, notant chaque désordre qu'ils avaient laissé derrière eux. Coussins de canapé éparpillés sur le sol, miettes incrustées dans le tapis, taches de vin sur le comptoir. À l'étage, la couverture de Chloé était toujours en boule sur mon lit, l'odeur de parfum s'accrochant au drap. Je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai attrapé des sacs poubelles et j'ai commencé à nettoyer. Chaque gobelet, chaque assiette, chaque preuve de leur passage est allée directement dans les sacs. Je ne préservais pas leurs empreintes. Je reprenais ce qui m'appartenait. Au lever du soleil, la maison sentait le désinfectant et les poubelles dehors débordaient des restes de leur fête. Mais le nettoyage n'effaçait pas les dégâts. Les nouvelles voyages vides dans une ville comme celle-ci, et le lundi matin, les retombées avaient commencé. La photo d'identité judiciaire de Delphine n'était pas publique, mais celle de Robin l'était. La vidéo de son arrestation sur mon porche circulait déjà en ligne, les voisins chuchotant à ce sujet au café. Son employeur l'a vue et l'a licencié dans les 24 heures. Mathis a été convoqué à une réunion disciplinaire à l'école. Il n'a pas été arrêté, mais la rumeur s'est répandue. Les entraîneurs ne voulaient pas de problème. Les professeurs lui lançaient des regards et ses chances d'obtenir une bourse ont diminué du jour au lendemain. Chloé n'a pas eu de démêlé avec la justice, mais les collégiens peuvent être plus cruels que les policiers. Le mercredi, on se moquait de sa nouvelle maison et on riait d'elle pour s'être incrustée chez quelqu'un. Les appels de Delphine ont commencé presque immédiatement. D'abord, c'était frénétique. Lyle, s'il te plaît, on peut arranger ça. Puis, c'est devenu colérique. Tu n'avais pas à aller aussi loin. Finalement, c'est devenu calme, chargé de culpabilité. On est de la famille. Comment as-tu pu? Je n'ai pas décroché. Chaque message vocal a été sauvegardé dans un dossier, juste à côté des enregistrements de sécurité et du rapport de police. Des preuves. La famille élargie s'en est mêlée aussi, bien sûr. Ma cousine Marlène a appelé, la voix basse, essayant de jouer les médiatrices. Liliane, tu sais, Delphine a toujours été un peu imprudente. Veux-tu vraiment que ses enfants souffrent pour ça? J'ai réprimé un rire qui menaçait de sortir. Souffrir? Mathis était assez grand pour savoir distinguer le bien du mal. Chloé survivrait à quelques moqueries dans la cour de récréation. Delphine s'était attirée ça toute seule,
et je ne la portais plus. J'ai répondu à Marlène par une seule phrase. Si j'étais entré par effraction chez toi et que j'avais organisé une fête, est-ce que tu appellerais pour me défendre? Elle est restée silencieuse, à marmonner quelque chose sur le fait d'essayer de maintenir la paix et à raccrocher. Les rumeurs se sont propagées au-delà de la famille. À la base, quelques camarades de la réserve m'ont pris à part. Certains avec un sourire narquois, d'autres sérieux. J'ai entendu dire que tu as dû appeler des renforts contre ta propre famille, a plaisanté l'un d'eux. J'ai haussé les épaules. Mieux vaut qu'ils en rient que de me prendre en pitié. Un autre a simplement hoché la tête, très sérieux. Les limites sont difficiles, mais tu as tracé les tiennes. Bien joué, capitaine. Ce respect comptait. Les soldats connaissent le coût de la discipline. Les civils parlent du pardon comme si c'était gratuit. Les soldats savent que chaque choix a un poids. Pendant ce temps, Delphine continuait d'insister. Elle s'est présentée chez Hélène un après-midi, frappant à la porte, essayant de la faire intervenir. Hélène m'a dit plus tard qu'elle n'avait même pas ouvert la moustiquaire. Ce ne sont pas mes affaires, a-t-elle dit, rembarrant Delphine avec la même franchise qu'elle avait utilisée lorsqu'elle m'avait prévenu la première fois. D'autres voisins n'étaient pas si neutres. Certains m'évitaient complètement, craignant d'être pris dans le drame. Quelques-uns ont fait un détour pour me dire que j'avais bien agi. Famille ou pas, c'était votre maison, m'a dit Monsieur Johnson en promenant son chien. Vous avez travaillé pour. Vous l'avez mérité. Personne d'autre n'a son mot à dire. Chaque commentaire, chaque signe de tête, chaque moment tranquille de soutien érodait la culpabilité que Delphine essayait de me faire porter. Mais la culpabilité a une longue durée de vie, surtout quand elle est ancrée dans des années d'obligation. Tard dans la nuit, je m'asseyais à la table de la cuisine, fixant la chaise vide en face de moi, celle dans laquelle Delphine s'était vautrée, un verre à la main, s'appropriant mon espace. Parfois, l'écho de son rire résonnait plus fort que le silence. C'est là que j'ouvrais le dossier. Rapport de police, extrait vidéo, photos. Des preuves. Des preuves tangibles que ce n'était pas de la paranoïa, pas une surréaction que je regretterais plus tard. La preuve que j'avais été violé dans le seul endroit où j'étais censé être en sécurité. Et à chaque fois, cela me raffermissait. Les semaines ont passé, chacune s'étirant un peu plus entre ses appels. Mathis gardait la tête basse à l'école. Chloé ne participait plus aux soirées pyjama. Les amis de Delphine ont pris leur distance, peu enclins à risquer leur propre réputation. La famille Dubois, qui semblait autrefois si bruyante, si exigeante, si pleine de droits, s'est réduite à des chuchotements et au silence. Certains dans la famille ont commencé à me traiter de froide. C'est ta sœur, disait-il. Le sang, c'est le sang. Mais le sang ne vous donne pas le droit d'envahir, de voler, de revendiquer. Le sang n'efface pas les limites. Je n'ai pas défendu mon pays pendant 20 ans pour simplement céder ma maison parce que quelqu'un partageait mon nom de famille. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas la trahison elle-même. C'est la rapidité avec laquelle le monde a continué sans elle. Delphine avait toujours agi comme si le soleil se levait et se couchait sur ses problèmes, comme si tout le monde devait orbiter autour de son chaos. Mais une fois les plaintes déposées, une fois que les voisins sont passés à d'autres ragots, une fois que les conséquences sont tombées carrément sur son paillasson, la vie a continué sans elle. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti plus légère. Je n'étais pas naïve. Je savais qu'elle pourrait réessayer un jour, d'une manière ou d'une autre. La manipulation était sa compétence principale, après tout. Mais j'avais des limites maintenant, renforcées par plus que des serrures et des caméras. J'avais des preuves, du soutien et le genre de discipline qu'on ne désapprend pas après des décennies en uniforme. La trahison faisait mal, mais elle ne me possédait pas. Je me suis tenu sur le porche un matin, un café à la main, regardant la rue au lever du soleil. Hélène m'a fait un signe de l'autre côté, son petit chien tirant sur la laisse. Le monde semblait à nouveau normal, calme, stable, et pour une fois, j'ai cru qu'il pourrait le rester. À l'intérieur, la maison me semblait à nouveau mienne. Non pas parce que Delphine avait cessé de rôder, mais parce que j'avais cessé de la laisser entrer. Le premier week-end, une fois la poussière retombée, j'ai appelé un serrurier. Il est arrivé dans une camionnette blanche avec une boîte à outils cabossée. Pas de questions, pas de bavardage. Je suis resté à côté pendant qu'il remplaçait chaque serrure de chaque porte, changeait les peines dormants et suggérait même une gâche renforcée pour l'entrée principale. Qualité militaire,
a-t-il dit avec un sourire. J'ai simplement hoché la tête. Si seulement il savait à quel point cette phrase comptait pour moi. Quand il a terminé, j'ai testé chaque serrure moi-même. Le clic solide de l'acier neuf s'enclenchant. Pour la première fois depuis que Delphine s'était introduite de force chez moi, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la sécurité. Pas en sécurité pour toujours. Rien dans la vie n'est garanti. Mais assez en sécurité pour respirer sans douter de chaque ombre. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai rappelé la société de sécurité et j'ai amélioré le système. Des caméras avec une meilleure résolution, des alertes liées à mon téléphone, des mots de passe si complexes que même moi, je devais les noter. Certains pourraient appeler ça de l'excès de zèle. Pour moi, c'était une assurance. Pas contre des étrangers, mais contre les gens qui pensaient autrefois que mon silence était une faiblesse. Une fois le travail terminé, j'ai ouvert les fenêtres. La brise d'automne a balayé la maison, apportant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et du barbecue d'un voisin. J'ai préparé une cafetière de café plus fort que d'habitude et j'ai versé 2 tasses. Hélène est venue, son petit chien trottinant à ses talons. Elle s'est assise en face de moi sur le porche, posant une brioche entre nous. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Elle sirotait son café. Je sirotais le mien. Et nous regardions la rue. Des voitures passaient. Des enfants faisaient du vélo sur le trottoir. Rien d'extraordinaire. Juste la vie. Pour moi, ce morceau d'ordinaire valait plus que tout. De temps en temps, le nom de Delphine apparaissait encore sur mon téléphone. Des messages vocaux que je n'écoutais pas, des textos auxquels je ne répondais pas. Une fois, elle est même venue, se tenant au bout de l'allée comme une intruse, effrayée de s'avancer trop loin. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée là jusqu'à ce qu'Hélène sorte de sa maison et lui lance un regard qui aurait pu couper du verre. Delphine est partie sans un mot. J'ai alors réalisé que la vraie bataille n'avait jamais été une question de serrure ou de mur. C'était une question de discipline, de tracer la ligne et de la tenir, peu importe à quel point la famille ou la culpabilité essayait de la brouiller. Dans l'armée, on apprend que l'hésitation coûte des vies. Dans la vie civile, l'hésitation coûte la paix. J'ai traversé la maison une nuit, pieds nus, les lumières tamisées. Le parquet grinçait sous mes pas, mais c'était mon son, dans mon espace. Le salon était de nouveau en ordre. Pas de tâches, pas de chaos. La carafe à vin était de retour sur son étagère, intacte depuis la nuit où j'avais vu Delphine la servir à ses amis. À l'étage, les chambres étaient en ordre. Porte fermée, placard ne contenant que mes affaires. Il m'est apparu que pour la première fois, la maison n'était pas seulement une structure que j'avais achetée. C'était une preuve. La preuve de chaque nuit de travail, de chaque vacances sacrifiée, de chaque déploiement que j'avais enduré. La preuve que le sacrifice pouvait mener à quelque chose de solide, quelque chose dont on pouvait tenir la clé. La preuve que le silence, lorsqu'il est défendu, est plus fort que le bruit. J'ai versé une autre tasse de café, me suis appuyé contre le comptoir et je me suis permis de sourire. Pas le sourire gardé que j'avais porté pendant des années quand Delphine demandait juste une autre faveur. Pas le sourire poli que je portais au dîner de famille. Un vrai. Je savais que les gens parleraient. Certains le faisaient déjà, des cousins marmonnant que j'étais sans cœur, des voisins bavardant sur les voitures de police. Même quelques collègues laissant entendre que j'avais peut-être été trop dur. Qu'ils parlent. Ce n'étaient pas eux qui payaient les factures. Ce n'étaient pas eux dont la maison avait été violée. Ce n'étaient pas eux qui avaient passé 3 décennies à rêver de calme pour le voir piétiner par leur propre sang. J'avais gagné ma paix, et je n'allais pas la céder pour le confort de quelqu'un d'autre. Hélène a pris une autre gorgée de café et m'a jeté un coup d'œil. Vous savez, a-t-elle dit, la plupart des gens auraient cédé. La culpabilité familiale, la pression, tout ça. Mais vous avez tenu bon. C'est rare. J'ai haussé les épaules. La discipline. C'est tout ce que je connais. Elle a souri, hochant la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Le soleil déclinait, peignant la rue d'or. Un drapeau de l'autre côté de la rue a pris le vent, claquant sèchement contre le mât. Je l'ai regardé un instant, le bleu, blanc, rouge se détachant sur le ciel pâlissant. Non pas que je sois sentimental, mais parce que cela me rappelait pourquoi je m'étais battu en premier lieu. Pour la liberté, pour la sécurité, pour le droit de tracer des lignes et de savoir qu'elles tiendraient.
Ma maison était plus que des murs et un toit. C'était la ligne que j'avais tracée, celle que Delphine avait essayé d'effacer. Et peu importe ce que les autres pensaient, j'avais prouvé que je pouvais la défendre. Quand je suis finalement allé me coucher, les serrures se sont enclenchées derrière moi. Les caméras clignotaient de leur petite lumière et le silence m'enveloppait comme une armure. Ce n'était plus seulement une maison. C'était la confirmation finale que j'avais assez combattu, assez donné, et que maintenant, enfin, je pouvais garder quelque chose pour moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans une seule interruption. Avec le recul, je ne regrette aucun de mes choix. Les gens entendent le mot famille et pensent que cela doit tout excuser. Le mauvais comportement, la trahison, même l'infraction à la loi. Mais la famille n'est pas un laissez-passer. Si quoi que ce soit, elle est censée signifier la responsabilité. Delphine n'a jamais compris ça. Elle pensait que partager le même sang signifiait tout partager, y compris la maison pour laquelle j'avais saigné et travaillé. Ce sur quoi elle n'avait pas compté, c'était la discipline. Des années en uniforme m'ont appris qu'on peut aimer les gens tout en traçant des limites fermes avec eux. On peut se soucier de leurs difficultés tout en refusant de les laisser vous voler ce que vous avez construit. Tenir bon ne m'a pas rendu froide. Ça m'a rendu libre. Je sais que certains ne le verront jamais de cette façon. Ils secoueront la tête, diront que j'aurais dû gérer ça discrètement ou garder ça en famille. Mais c'est le silence qui a permis à Delphine de repousser les limites pendant des décennies. C'est le silence qui lui a fait penser qu'elle pouvait entrer chez moi comme si elle en était propriétaire. Le silence sans action n'est pas la paix, c'est une capitulation. Maintenant, quand je sors sur mon porche avec une tasse de café, je vois plus qu'un jardin ou une porte d'entrée. Je vois une preuve. La preuve que le sacrifice a signifié quelque chose. La preuve que chaque déploiement, chaque nuit blanche, chaque heure supplémentaire n'a pas été vaine. J'ai combattu pour la liberté à l'étranger. Mais la bataille la plus importante que j'ai jamais gagnée a eu lieu ici, chez moi, en défendant ma ligne, en protégeant ma paix. Delphine ne me pardonnera peut-être jamais. La famille restera peut-être divisée. Mathis et Chloé porteront peut-être leur embarras plus longtemps qu'ils ne le devraient. Ce n'est pas de ma faute. C'est le coup des choix. Tout ce que je sais, c'est ceci, ma maison est debout. Mon silence tient bon. Et pour une fois dans ma vie, je ne dois d'excuses à personne.